Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Olivier Roussat. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama, directeur général du groupe Bouygues. Vous avez publié vos résultats pour le troisième trimestre il y a de ça quelques jours, meilleurs qu'attendus, salués par les marchés. Si je dois les résumer en une phrase, en dehors de la construction, et on en parlera évidemment après, qui est dans la tourmente comme pour beaucoup d'acteurs, finalement, toutes les activités se portent plutôt bien. TF1 fait mieux que prévu, Colas s'améliore, Equans porte vos résultats finalement. Oui, à l'exception de la partie immobilier, effectivement, Ouais. tout le reste fonctionne plutôt comme on l'avait imaginé. C'est plutôt de bon augure, puisqu'avec des carnets de commandes qui se remplissent et qui sont plutôt annonciateurs d'une année 24 qui devrait se passer dans de bonnes conditions aussi. Ouais. Quelles sont les filiales qui tirent le plus la croissance aujourd'hui? Alors d'abord, l'acquisition d'Equans, c'est quelque Oui. chose de très significatif, puisque ça a changé le barycentre du groupe. C'est maintenant la première activité du groupe. Sur les 200 000 collaborateurs du groupe, nous avons 100 000 chez Equans, donc c'est très significatif. Et il se trouve que quand on a pris la décision d'investir dans ce secteur énergie et services, il y avait un certain type d'activité. Tout ce qui se passe avec l'énergie et l'électrification poussée fait que le marché est encore plus booming que ce qu'on avait imaginé lorsqu'on a fait l'acquisition. Donc évidemment, Equans, c'est un tracteur important. Mais ensuite, quand vous prenez l'empreinte du groupe, et notamment notre présence aux États-Unis avec les stimulus plans, enfin les plans de relance, pardon, vous avez le plan Biden notamment qui est très très fort, profite beaucoup à Colas, profite beaucoup à Equans. Donc ça tire aussi l'activité de cette fois-ci d'un point de vue géographique. Et donc finalement, en dehors de l'activité immobilière qui, elle, pour le coup, va pas très bien, tout le reste fonctionne plutôt bien. Et la nouvelle ventilation de chiffre d'affaires en fonction des différentes activités, des différentes filiales aujourd'hui? Quand on prend le chiffre d'affaires, en fin d'année, on aura un chiffre d'affaires aux alentours de 54 milliards dans ces eaux-là. Et là, vous aurez sur ces 54 milliards, vous aurez 18 milliards, c'est des chiffres arrondis que je vous donne. À la réalité, je ne suis pas en train de vous donner une prévision de chiffres précis, mais en gros, sur un chiffre d'affaires d'à peu près 54 milliards, vous en avez à peu près 18 chez Equans, vous en avez une quinzaine chez Colas, vous en avez 9-10 chez Bouygues Construction, qui est devenu donc le troisième métier du groupe, un métier historique. Ensuite, vous avez votre activité télécom qui fait de l'ordre de 6-7, une activité média qui fait aux alentours de 2 et une activité immobilière qui fait aux alentours de 2. C'est ça à peu près les grands ratios. Et finalement, les trois grands métiers avec une assise internationale ont une croissance, ont des bons carnets de commandes, et donc ce sont des activités qui nous tirent pour le futur. Ouais. Alors c'est que 2024, certains disent que ça paraît très loin. Vous êtes confiant, vous êtes prudent, au gré des carnets de commandes actuels, toutes choses égales par ailleurs. Vous êtes plutôt, pas serein, mais quand vous prenez évidemment optimiste. Alors d'abord, sur l'activité énergie-service, très honnêtement, le besoin d'électrification du monde, et on est dans une empreinte de pays développés dans lequel l'électrification est en cours, j'ai vraiment pas d'inquiétude particulière pour énergie-service, on est au bon endroit au bon moment, et donc l'activité va continuer de progresser. Il faut, dans ce domaine, qu'on soit sélectif sur les projets pour privilégier les marges, mais il y a plus de demandes, il y a une capacité, il n'y a pas assez de ressources pour être capable de faire tout ce qu'on nous demande. Donc ça se passe plutôt bien. Sur le domaine de la construction au sens bâtiment et travaux de génie civil, quand vous prenez votre carnet de commandes en fin d'année, un carnet de commandes vous assure à peu près 87% de votre année N+1. Le carnet de commandes, il est parti pour être assez bien rempli, donc 24 sera une année raisonnablement, tout à fait raisonnable sur la partie construction, nous donne de la profondeur. La route, on n'a pas de signe de retournement. Bon, alors l'immobilier, lui, il ne marchera pas. Je pense en 24, les choses resteront encore assez... C'est vraiment, vous réussissez à surperformer le marché ou ça reste dramatique comme chez tous les acteurs? Ah non, on ne surperforme rien du tout. Ça reste une activité. Vous avez deux moteurs dans les activités d'immobilier. Vous avez l'immobilier tertiaire, les bureaux. C'est un marché qui est à l'arrêt. Ce n'est pas un marché en ralentissement. C'est un marché qui est à l'arrêt, c'est-à-dire que c'est un marché dans lequel il n'y a pas de transaction. Et vous avez l'immobilier résidentiel qui, lui, est tiré par la demande grand public, des accédants, des investisseurs. Et ça, c'est un marché qui est ralenti pour essentiellement une raison principale. Le tertiaire, on a deux phénomènes pour le tertiaire. C'est les taux d'intérêt élevés qui font qu'il est plus intéressant pour un investisseur d'investir dans des produits financiers que d'investir dans l'immobilier. C'est déjà une bonne raison. Notamment les placements obligataires, évidemment. Et le deuxième sujet, c'est le fait que les entreprises ont encore une maîtrise pas totalement suffisamment fine de leur télétravail et ne sont pas vraiment capables de dire les besoins qu'elles ont en termes d'espace. On touche quand le fond de la piscine sur l'immobilier Alors encore une fois, il faut différencier le tertiaire et le résidentiel. Le tertiaire,
en 24, le tertiaire il sera très lié à l'évolution des taux d'intérêt. Quand vous voyez ce qu'on nous annonce comme évolution de taux d'intérêt sur le gouverneur de la Banque de France a dit ce matin qu'il y aurait a priori plus de hausse de taux, sauf choc. Alors, plus de hausse, c'est bien. Pour que ça reparte, il faut qu'il y ait une baisse. Oui. Donc, il faut déjà que ça s'arrête d'augmenter. Il a dit c'est trop tôt pour parler de baisse. Reprenez ce qui s'est passé, par exemple, avec la Fed. La Fed avait annoncé au début de l'été qu'elle entrevoyait une maîtrise de l'inflation aux États-Unis et donc qu'elle imaginait pouvoir faire redescendre ces taux à partir de mi-24. Finalement, juillet, août, septembre, ils perçoivent une inflation qui est finalement plus forte que prévu et ils décalent justement ce moment où ça commence de baisser. Donc, il faut non pas que ça arrête d'augmenter, il faut que ça commence de baisser pour qu'on retrouve un arbitrage. A priori, deuxième semestre 2024. On verra. Oui. Bon, parler des quants, Olivier Roussat, c'est intéressant parce qu'au moment de l'acquisition, 6 milliards, je crois, à l'époque, non ? 6 milliards et demi. Oui, ça avait un petit peu tendu les investisseurs. Oui. Et aujourd'hui, vous... dit de manière pudique, je fémise un peu. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous leur apportez la preuve que, au-delà de la somme déboursée, ça en valait la peine, que la performance opérationnelle est au rendez-vous? Alors, Equans, de façon absolument indiscutable, ce secteur de métier est un secteur en plein développement. Ça, c'est absolument sûr. Le marché n'en doutait pas. Le marché considérait que nous achetions une société avec une marge aux alentours de 2%, et que nous annoncions qu'on achetait cette société 6,5 milliards parce qu'on considérait qu'elle avait devant elle un potentiel pour monter à 5%, et le marché doutait de ça. Et donc en fait, le marché, il regarde la capacité que nous avons à passer de 2% à 5%, et donc il est très attentif aux différents points de passage que nous avons pour être capable d'arriver à ces 5%. Nous l'avons annoncé au marché que nous serions, à la fin de cette année, entre 2,5% et 3% de taux de marge d'Equans. Vous y serez. On est passé à 2,7. Et a priori, on ne remet pas en cause notre objectif. Effectivement, nous y serons. Bon. Et vous avez confirmé tous vos objectifs financiers sur 2023. Oui, finalement, ça nous permet de confirmer ce qu'on avait dit en début d'année, avec une particularité. Ça fait maintenant quand même, quand vous prenez l'année 22, l'année 20, on a eu le Covid. L'année 21, on a eu un booming. 22, on a eu la guerre en Ukraine. L'inflation galopante. Là, cette année, on a maintenant une deuxième guerre. Enfin, on a quand même un environnement géopolitique qui est quand même pas super stable. Ouais, c'est moins compliqué. Là aussi, vous euphémisez, hein, un partout, balle au centre. Non, mais justement, tiens, Olivier Roussat, dans un environnement qui est comme ça, instable, entre des risques géopolitiques, on aurait pu rajouter la flambée des taux d'intérêt du jamais vu dans l'histoire monétaire, de faire 5 points de pourcentage de taux directeur galopante en un an, lié évidemment à l'inflation. Comment on pilote un conglomérat comme ça, comme Bouygues, quand on est en permacrise, quand on est finalement en crise permanente? Alors, on a finalement, d'abord, on a une chance, c'est que nos différents métiers n'ont pas tous les mêmes biorhythmes. Et donc, on a heureusement, je touche du bois... oui, vous pouvez y aller, c'est du bois. Hein. On n'a pas une situation qui fait que tous les métiers puissent se toucher de la même façon, de façon très unitaire. Je vous prends un exemple assez simple. Le métier des télécoms est finalement un métier qui est assez résilient à la crise parce qu'on est sur un besoin extrêmement primaire et que finalement vous n'avez pas tellement de dégradation de vos résultats quand on est en période de crise. Donc vous continuez à avoir les mêmes... la structure de business reste assez conforme en fait. Et donc finalement notre chance c'est de ne pas avoir tous nos moteurs qui puissent s'éteindre en même temps. Et ensuite, la deuxième chose importante c'est de pouvoir remettre en cause assez vite nos façons de travailler. Je prends un exemple assez simple. Quand l'inflation est arrivée, il faut bien se mettre dans la tête que globalement, les managers actuels qui faisaient des feuilles de prix n'avaient jamais connu l'inflation. L'inflation n'existait plus depuis 25 ou 30 ans. Ceux qui avaient connu l'inflation, ils étaient à la retraite. Et donc, le travail qui a été fait assez vite, mais après, vous avez la période de transition qu'il faut absorber, ça a été d'intégrer le fait que dorénavant, on doit considérer que les prix augmentent. Et 22 a été compliqué parce qu'on était dans la phase de transition. Finalement, qu'est-ce qu'on constate? Entre la crise du Covid ou la crise d'inflation, on s'aperçoit qu'un phénomène majeur, on met 12-18 mois pour le digérer. C'est ce qui s'est passé pour le Covid, ce qui s'est à nouveau passé sur ce phénomène. On sait qu'avec l'inflation, on va retourner dans une zone proche des 2% plus. Il y a tout ce débat pour savoir si finalement cet objectif est... À la limite, ce qui est embêtant dans l'inflation, c'est la phase de transition. À partir du moment où on sait vivre en régime établi. Ouais. Et donc, nous savons vivre avec une inflation de 2, 3, 4% à l'heure actuelle. Ouais. Si elle baisse, tant mieux. Si elle ne baisse pas, on saura vivre avec.
En revanche, ce qui est très compliqué, c'est les phases de transition. C'est quand on change de paradigme, on a une période dans laquelle il faut changer. Quand on passe de 1 à 6, quoi. Oui, ça pour le coup, c'est quelque chose de très difficile à gérer parce que ça remet en cause tous nos modèles en fait. Ouais. Liaroussa, je repose la question finalement sur 2024. Est-ce qu'au vu de tout ce qu'on s'est dit là, quel est votre état d'esprit? Confiant, prudent Prudent, mais sans inquiétude particulière, étant entendu les carnets que nous avons. Alors évidemment, je vous dis ça, c'est pas possible, normalement dans une période de crise, tout le monde devrait être inquiet, mais factuellement, quand vous avez des bons carnets de commandes avec un peu de profondeur, les choses, elles disparaissent pas comme ça. Hein, donc il faut être prudent, il faut qu'on soit attentif, évidemment qu'on fasse attention à nos coûts de structure, mais nous sommes avec finalement l'ensemble de nos métiers sur des besoins assez primaires qui continuent d'exister même quand c'est la crise. On a toujours besoin de se déplacer, on a toujours besoin de se loger, on a toujours besoin de se divertir. Et de son téléphone. C'est extrêmement primaire nos besoins. Bouygues Telecom qui est en forme, 15,4 millions de clients mobiles, 3,4 millions sur le fixe, chiffre d'affaires en hausse de 3%, rentabilité qui progresse également. Je me suis dit, en dézoomant un peu, qu'elle paraissait bien loin les années où Bouygues Telecom était perçu comme un acteur fragile. Ah, non seulement un acteur fragile, un acteur qui devait même mourir, puisque quand vous relisez tout ce qu'on a écrit sur nous dans les années 12, 13, 14, on ne valait pas grand-chose. Ouais, qui était même susceptible d'être racheté par SFR d'ailleurs. Mais là, on a eu ça, on a eu la fusion avec Orange, on est vraiment passé par toutes les étapes, sincèrement. Pour réussir ce retournement, il a fallu trouver le bon positionnement. Je lisais un article qui parlait de premium abordable. C'est ça le positionnement aujourd'hui de Bouygues Telecom ? Alors, c'est pas que ça. La première chose qui a permis... Il y a deux choses qui ont permis le retournement. Avoir un actionnaire qui vous accompagne et qui vous dit vous pouvez consommer du cash que vous ne générez pas pour continuer à investir, ça c'est la première règle. Et la deuxième règle, c'est que c'est un travail qui s'est fait collectivement avec les collaborateurs. Quand vous passez d'une entreprise... Quand on a amené le plan social important de retournement de Bouygues Telecom en 2014, sur un périmètre de 5 000 personnes, on a supprimé 1600 postes. Une entreprise dont on enlève autant de ressources ne peut réussir à refonctionner nominalement que si on a une mise en puissance, une prise de pouvoir par l'ensemble des collaborateurs pour inventer des nouvelles façons de travailler. Et donc c'est vraiment un travail qui a été très collectif, pas du tout un travail qui a été uniquement... décidé par des chefs, même si on a pris un certain nombre d'initiatives dans ce domaine, mais la force de ce qui s'est fait dans le retournement, c'est vraiment le collectif des collaborateurs et le fait de pouvoir maintenir nos investissements. Voilà. Et puis un bon positionnement aussi. Et alors ensuite, on a pris ce positionnement et on l'a tenu même quand on ne savait pas se le payer. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que même quand on n'avait pas l'argent pour faire ce qu'il fallait, on avait un support de l'actionnaire, il disait faites-le, vous croyez que c'est bon, faites-le. Et c'est comme ça qu'on est remonté avec finalement un plan que j'avais présenté à Martin Bouygues en 2014. En 2017, à 10 millions près, on est exactement au résultat que je lui avais présenté 3 ans avant. La guerre des prix, c'est fini dans les... la guerre des prix... Télécom, bien au contraire, maintenant ça, chacun a tendance, notamment regardez le marché tel qu'il est, tout le monde a envie de générer du cash. Pour générer du cash, il n'y a qu'une façon de le faire. Ouais. Soit vous gagnez beaucoup plus de clients que les autres, alors vous pouvez vous dire, mais je vais faire une guerre des prix, je vais me rattraper par le volume. Ouais. Ce que je baisse en unitaire, je vais gagner en volume. Ça ne marche pas parce que tout le monde répond. Non, mais tout le monde répond. Vous faites baisser le niveau de l'eau pour tout le monde. Et donc ça, on ne le fait plus. Et donc, tout le monde essaye de générer, regarde ses dépenses, regarde son capex pour essayer de générer du cash. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut dire que Bouygues Telecom, c'est la vache à lait du groupe Bouygues? 14% du chiffre d'affaires du groupe, 40% de son résultat opérationnel. Alors, en termes de profitabilité, Bouygues Telecom est effectivement un tracteur important. La génération Bouygues Telecom consomme aussi beaucoup de capex malgré tout, et donc ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est ce qu'on a annoncé au marché. Conserver la rentabilité et baisser les capex. Et continuer à générer, augmenter la valeur EBITDA moins capex. Bouygues Telecom est en meilleure forme que SFR. Vrai ou faux? Je pense qu'on peut dire ça dans la dynamique de l'entreprise. On serait ravis d'avoir néanmoins les EBITDA des SFR, hein. Ils sont juste au double de nous. Hein. En termes de nombre de... En termes de la valeur de l'excellent bruit d'exploitation des SFR, c'est juste 2 fois la valeur de Bouygues Telecom. Ouais. Ils perdent des abonnés. En termes de dynamique, la dynamique n'est pas terrible, semble-t-il. Ouais. La dynamique est meilleure de votre côté, vous gagnez des clients là où eux en perdent. Et voilà, il y a Altice qui est en difficulté avec une montagne de dettes. Des articles de presse ont rapporté que, est-ce que c'est vrai ou pas, que vous avez été sondé cet été par les équipes de Patrick Drahi et leurs banquiers sur le dossier SFR. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? Ce qu'on peut dire, c'est que la conso fait rêver tout le monde. La consolidation du secteur fait rêver tout le monde. Excusez-moi. Oui. La consolidation fait rêver tout le monde.
Le petit point important, c'est que la consolidation n'est pas possible. C'est pas possible au sens où, pour pouvoir passer par les fourches codines de l'autorité de concurrence, c'est juste impossible de passer 4 à 3 en Europe à l'heure actuelle. Autorité de la concurrence européenne. Mais même française, elle applique la même doxa que la règle européenne. Donc même si vous en rêvez, je ne sais pas si vous en rêvez, mais à supposer que vous en rêviez d'un rapprochement entre SFR et Bouygues, ça ne passerait pas les fourches codines, comme vous dites, des autorités de régulation. Donc fin de l'histoire? Ben oui, sincèrement oui. Dans l'état actuel des choses, je ne vois pas comment une... Et si on met ça de côté, est-ce que le... Oui, moi j'ai payé, enfin j'ai donné dans la fusion M6-TF1 pour pousser un projet. Au final, quand les autorités de concurrence vous disent non, bah c'est non. Hein. Rappelez-vous, nous, on a poussé la fusion M6-TF1 entre début 21 et juin 22. Mais sur le papier, en tout cas, vous seriez intéressé sur le papier par un rapprochement avec SFR? Un mariage avec SFR, vous créez des synergies instantanées. Nous partageons déjà le même réseau. Donc on est capable d'aller assez loin. Maintenant, est-ce que c'est possible dans un environnement concurrentiel tel qu'il est aujourd'hui des autorités de concurrence? La réponse est non. Ouais. Et puis après, il y a aussi... Il faut prendre en compte cette mauvaise dynamique commerciale des SFR, il y a aussi la valorisation, enfin il y a plein de sujets. Il y a tous ces sujets, oh là là, il y a la dette d'Altis France, 24 milliards d'euros, il y a le scandale de corruption dans lequel Altis est embourbé, enfin il y a quand même beaucoup de sujets aussi. Hein. C'est rebutant ça aussi comme environnement. On ne va pas commenter des choses, là, ils sont des choses de justice qui sont pour l'instant au Portugal et pas en France d'ailleurs, accessoirement. Ouais. Là, on parlait des SFR, on ne parlait pas d'Altis Global. Vous avez raison. Et donc, le passage donc, de 4 opérateurs à 3... Il ne me semble pas pour demain matin. Il n'y a pas d'autres... Je disais qu'il y avait d'autres... comment dire... dans d'autres pays, des rapprochements dans les télécoms. En fait, on attendait le verdict de l'Europe. Toute la théorie, c'est de dire le contexte européen change. Sans quel pays Puisqu'en Espagne, il y aura bientôt une autorisation pour la fusion entre MásMóvil et Orange. La fusion devait être autorisée en juin, puis devait être autorisée en septembre, puis devait être autorisée en octobre. Ouais. Elle pourrait être autorisée à la fin de cette année. À supposer qu'elle soit autorisée, ça change la donne? Je pense que ça ne la change pas pour la France, sincèrement. Parce que? Parce que le contexte concurrentiel de l'Espagne n'est pas le contexte concurrentiel de la France. La France a une particularité. Les 4 opérateurs sont extrêmement profitables. Ouais. Vous venez de le dire tout à l'heure. Ouais. Donc vous n'avez pas... la situation des SFR a certes une dette énorme, mais a un EBITDA qui est très gros également. Donc je crois, ça ne me paraît pas crédible. Le groupe Bouygues est champion. Oui, pardon? Pas à court terme. En tout cas. Pas à court terme. Le court terme, après, on va voir comment on le calcule le court terme après. Mais en tout cas, à brève échéance. Avant de se quitter, vous êtes champion du CAC 40 en matière d'actionnat salarié. Exact. 21 plus 21%. 23,8. Soyons précis, est détenu par vos salariés. Vous devez en être fier, évidemment. Et en quoi ça change la donne en termes de management, d'implication, d'engagement des collaborateurs, d'alignement des intérêts Alors, la première chose déjà, si on est arrivé à ce taux-là, c'est qu'on a fait un certain nombre d'augmentations de capital réservées aux salariés avec une règle importante. Chaque augmentation de capital qui est réalisée avec, pour le salarié, la certitude qu'il ne puisse pas perdre d'argent. Les mécanismes que nous avons, les accords que nous avons avec les banques dans les augmentations de capital réservées aux salariés sont faits avec un mécanisme qui fait qu'on garantit que le collaborateur retrouvera sa mise. Puisque au pire. Au pire, il retrouvera sa mise. Donc, dans un contexte actuel de très forte fluctuation et de volatilité, c'est plutôt quelque chose de positif. Donc ça, c'est quand même un point très très important. Le deuxième point, lorsqu'on a les comptes, enfin les plans d'épargne entreprise, on a un abondement qui est aussi assez significatif, qui permet de sécuriser également sur la base. Tout ça pour dire qu'on souhaite que les collaborateurs soient actionnaires de l'entreprise, mais qu'ils ne prennent pas un niveau de risque de capitaliste tel que l'on pourrait l'avoir avec un investisseur lambda. Et qu'est-ce que ça change d'avoir des collaborateurs au capital du groupe? Ça change un truc extrêmement simple. Les collaborateurs dans une assemblée générale, ils votent véritablement dans l'intérêt de leur entreprise. Et par exemple, Martin Bouygues le rappelle assez régulièrement quand on est en AG, si vous avez des demandes de démantèlement dans tous les sens, je pense que les collaborateurs, ils privilégient leur travail, et donc ce sont des gens qui sont très intéressés finalement par la poursuite à long terme de l'entreprise. Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour retourner Bouygues Telecom, sans les salariés, on ne l'aurait pas fait. Je dis champion du CAC 40 en matière d'actionnaires à salariés parce que je n'ai pas le chiffre de la moyenne, c'est quoi, 3-4%? Oui, personne. Oui. On a un autre sujet sur lequel on est dont on est fier d'ailleurs. Le vote aux élections professionnelles en France, on a 100 000 collaborateurs en France. On est à 84% de votants.
C'est-à-dire que nous favorisons au maximum le dialogue social pour avoir les représentants de nos salariés les mieux élus possibles pour discuter avec eux. Avant de se quitter, les deux choses vont ensemble. Olivier Roussat, de se quitter, on est sur Boursorama, j'ai regardé le cours de l'action qui fait du surplace sur 3 ou 5 ans, mais qui gagne 20% depuis le début de l'année. Est-ce qu'il se passe quelque chose sur l'action? Le marché, est-ce qu'il y a un déclic, un momentum Le marché, je pense, prend conscience progressivement de l'histoire présentée sur Equance qui, de rêve, est en train de devenir réalité. C'est ça qui explique ce... Oui, essentiellement. Bon, merci d'être venu nous voir. Merci pour cet entretien exclusif, Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci. Au revoir.